Bonjour et bienvenue, je suis donc Florence d'Expat United. Je suis ravie d'animer ce nouveau rendez-vous de l'expatriation. Pour ce rendez-vous, on va donc traiter le thème des 5 moteurs clés d'une expatriation réussie. Et donc je suis vraiment ravie d'avoir, donc, comme je vous disais de nouveau, avec nous Sophie depuis Baudet. Donc Sophie, elle est coach depuis 2009, spécialiste de l'expatriation. Elle-même a vécu 6 ans en expatriation dans de nombreux pays. Elle pourra vous redire tous les pays qu'elle a fait. Et en fait, c'est à la suite d'un retour d'expatriation qui s'est pas forcément bien passé, qu'elle a été coachée et qu'elle a finalement trouvé sa voie et qu'elle a décidé elle-même d'aider les expatriés à s'épanouir. Elle vous en dira bien plus. Donc l'idée, c'est dans un premier temps, en fait, je vais la laisser se présenter à vous et vous expliquer quels sont les différents cycles de l'expatriation, comment faire pour se sentir bien, pour s'intégrer, etc. Et après, vraiment, l'idée de ce rendez-vous, comme vous le savez, ou pour ceux qui n'ont jamais assisté à ce rendez-vous, on est vraiment dans le partage d'expériences. Donc l'idée, c'est, je sais qu'il y a beaucoup d'expatriés qui assistent à ce rendez-vous, donc ce serait super qu'on puisse avoir votre partage d'expérience, vos conseils, ou les difficultés auxquelles vous avez été confrontés quand vous avez débuté votre expatriation. Et évidemment, pour les futurs expatriés, n'hésitez pas à interagir pour poser toutes vos questions, exprimer quelles sont vos craintes, vos angoisses, etc. Et comme ça, Sophie vraiment se fera un plaisir de répondre à vos questions. Je vais laisser la parole maintenant à Sophie. Sophie, tu nous entends bien? Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Donc, j'ai beaucoup de plaisir d'animer cette conférence à nouveau avec Florence sur les clés de l'expatriation réussie, le jour de la femme, le 8 mars. Et donc, je salue en particulier toutes les femmes qui sont là aujourd'hui, mais également, bien sûr, tous les hommes. Et je vois qu'il y a beaucoup de participants, puisqu'on a 212 participants et de nombreux pays qui se sont déjà affichés, comme Cracovie, le Cambodge, le Maroc, l'Afrique. Enfin, on aura certainement encore l'occasion de voir et j'aurai l'occasion de vous entendre tout à l'heure. Comme l'a dit Florence, je me suis installée dans le coaching pour les expatriés en 2009 suite à un retour d'expatriation. Et j'ai eu l'occasion de tout simplement de méditer, de créer mes outils de travail et notamment ce que j'appelle les 5 clés de la réussite ou les 5 moteurs de l'expatriation réussie. Tout simplement d'une expérience de 6 ans d'expatriation et que j'ai donc le plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Je les propose en fait comme une réflexion personnelle et une réflexion aussi issue du travail avec mes clients. Je vous les propose et je serai évidemment ravie d'avoir votre retour et peut-être que vous puissiez vous positionner ou ajouter des choses, ce qui est le but de la conférence. Donc je dirais que pour moi, le premier moteur de l'expatriation va déjà être celui qui tourne autour de l'expatrié, la personne qui va partir en expatriation. Et ce moteur, c'est évidemment la motivation, partir par envie en expatriation, partir motivé. Ça paraît être le premier des aspects importants pour vivre une expatriation, on va dire, en toute sérénité. Donc, on part en expatriation parce qu'on en a envie. On part aussi en expatriation parce qu'on a des raisons de partir. On est parfois envoyé par son entreprise. Et ensuite, peut-être qu'autour du moteur de l'expatrié, j'aime bien poser la question de savoir s'il y a des qualités qui vont être particulièrement bénéfiques et porteuses dans le projet d'expatriation. Et là, vous aurez l'occasion certainement, notamment pour ceux qui sont partis déjà en expatriation, de dire si vous avez eu l'occasion de les vivre. Mais dans les qualités, il est évident que l'adaptabilité, l'ouverture, être positif, ouvert, énergique, proactif souvent,
Ce sont des qualités qui vont être porteuses dans un projet d'expatriation. Qu'est-ce qu'on va trouver en expatriation aussi? Donc les raisons d'expatriation, j'aime bien aussi en parler. Vous aurez peut-être l'occasion aussi d'étayer ce propos-là, mais en expatriation, on va très souvent trouver une expérience personnelle et professionnelle très riche. Et c'est important de peut-être savoir que ça va être l'une des premières raisons. Elle est souvent mise en avant par les expatriés, peut-être de façon à éviter, dans certains cas, des raisons qui pourraient être décevantes. Si par exemple on souhaite partir en expatriation pour fuir certains problèmes, on peut, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle, on peut évidemment avoir des déconvenues ou penser que le pays d'à côté est beaucoup mieux que le sien. Ça peut parfois, c'est important de poser ça comme peut-être des raisons qui peuvent aboutir à une déception un peu plus rapidement. Donc pour moi, et il n'y a pas que moi d'ailleurs, parce que c'est souvent avancé, quand on regarde les enquêtes de Berlitz par exemple, on voit que ça fait partie des premières raisons pour lesquelles les gens partent. C'est pour avoir un enrichissement personnel, professionnel, familial. Et enfin, ça c'est tout ce qui tourne autour de la motivation est encore un élément qui me paraît très important. J'insiste beaucoup sur l'envie et la motivation. La motivation dans un projet d'expatriation, elle est au cœur en fait de la réussite du projet. Je dirais aussi qu'on part, et ce sera le deuxième moteur, on part en expatriation pour travailler. Et c'est important de le poser. Ça fait peut-être la distinction entre un voyage et d'agrément, un voyage de loisirs, et l'expatriation. L'expatriation même, elle a lieu parce qu'il va y avoir un projet professionnel, un contrat, ou une motivation très forte, plus personnelle, et les personnes décident de s'expatrier. C'est peut-être le cas de certains d'entre vous de s'expatrier de leur propre chef. Mais en tous les cas, c'est évidemment autour du projet professionnel et personnel que tout va se jouer. Donc ça, c'est le deuxième moteur, c'est le poste, le projet et la famille. Alors, sur ce moteur, j'aime bien insister sur le fait que très souvent, l'expatriation est une affaire familiale, est une affaire de couple. Bien sûr que certains expatriés vont partir seuls, mais beaucoup d'entre eux vont partir à deux, quelquefois avec des enfants, parfois sans enfants. Et c'est important de le poser parce que une expatriation sur deux peut mal se passer si le couple ne prend pas le temps d'aborder les deux projets en même temps. Il y a évidemment le projet de l'expatrié qui va partir avec un travail, et il y aura aussi le projet du conjoint qui va suivre avec soit un travail, soit pas de travail mais un projet, soit d'autres raisons comme parfois, et on le voit parce que j'aperçois Myriam avec un bébé dans les bras. Mais elle aura l'occasion peut-être de nous donner plein d'explications tout à l'heure. Voilà. Mais bon, c'est quand même une histoire de couple. C'est important d'en avoir envie à deux. C'est important de penser aux deux projets, celui d'expatrié et celui du conjoint. Et même si le conjoint, pour des raisons familiales ou personnelles, est très content d'arrêter son travail et l'arrête de fait, on note très souvent que le fait que le conjoint parte avec son propre projet et puisse le suivre là-bas au retour, etc., ça va être des facteurs, ça fait partie des clés de la réussite. Donc ne pas négliger ce moteur-là. Ensuite, un autre moteur clé que je vais aborder avec vous, c'est tout ce qui va tourner. Oui, alors peut-être non, avant d'aborder l'expatriation même, les cycles et les démarches, je dirais aussi, puisque Myriam me le rappelle, les enfants, bien évidemment, c'est aussi partie du voyage. Alors quand ils sont petits, c'est souvent plus facile parce qu'ils s'adaptent, ils ont la qualité naturelle d'adaptation.
Mais quand ils arrivent à un âge adolescent, il peut y avoir évidemment des difficultés, donc c'est important parce qu'ils ont moins envie de bouger. C'est vraiment important de prendre ça en compte, de l'écouter. J'ai simplement eu l'occasion de noter chez mes clients que plus le couple, plus l'expat, plus le conjoint était acteur de son propre projet, qu'il soit envoyé par son entreprise ou qu'il parte de son propre chef, plus il était motivé, plus c'était préparé et voulu, mieux ça se passait et du coup, les problématiques des enfants sont du coup des problématiques normales de leur âge et moins des problématiques compliquées. Donc, je pense que c'est aussi bien important de tenir compte s'il y a évidemment plein d'ados ou d'âge université, bon ben ça va amener peut-être à s'expatrier un peu moins loin. Enfin bon, il y a des questions qui se posent à ce moment-là. Et au fond, mes moteurs, ce sont surtout des questions que je pose en disant, ben voilà, ça c'est peut-être des points sur lesquels vous pouvez vous dire, là, est-ce que ça va, est-ce qu'il faut changer quelque chose, ou s'interroger. Donc, un de mes autres moteurs, le troisième, c'est évidemment l'expatriation même, les cycles et les démarches que ça va occasionner de partir en expatriation. Je dirais que partir oui, d'abord l'expatriation, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je regarde si j'ai des réponses. Oui, l'expatriation, ça veut dire ex-pater, hors de la patrie et hors de la terre. Voilà, donc je tiens à dire, bon, l'expatriation, elle est motivée souvent par un projet professionnel. Elle est, bon, ça veut dire hors du père, hors de la patrie. Donc, c'est important de le poser, de le savoir. Elle est faite de démarches et de cycles. J'aime bien parler des cycles parce que ça permet de comprendre ce qui va se passer pendant l'expatriation. Et là, je sais qu'aujourd'hui, on a une bonne partie des personnes qui nous écoutent, enfin, un tiers des personnes qui nous écoutent qui sont expatriées, donc elles pourront peut-être l'illustrer. J'aime bien parler des cycles de l'expatriation. Si on prend une expatriation qui va durer 3 ans à peu près, il va falloir la première année où va servir à roder en fait l'installation, le nouveau poste, le démarrage de la nouvelle activité ou l'installation de la famille. Et la deuxième année va être une véritable vitesse de croisière, tout sera beaucoup intégré, assimilé, donc il y aura un rythme soutenu et les choses vont se passer vite, bien et voilà. Et la troisième année, en général sur une expatriation qui va durer 3 ans, elle va être en partie utilisée pour préparer son retour. Bon, peut-être que c'est un petit peu schématisé, rapide, mais c'est aussi pour vous dire, par exemple, que les 3 premiers mois d'expatriation, une fois que toute l'énergie a été dépensée pour s'installer, etc., trouver des nouveaux repères, il peut y avoir un baisse de régime qui est tout à fait normal et que c'est vraiment important à ce moment-là d'en discuter avec des personnes à qui c'est arrivé ou de se faire accompagner ou de ne pas hésiter à sentir que voilà, c'est un cycle qui est normal de l'expatriation. Et la même chose au retour. On parle très souvent, moi, on m'a souvent posé la question, mais comment on gère son retour et pourquoi est-ce que les gens disent toujours qu'il y a, voilà, c'est au retour que certaines problématiques peuvent émerger. Et en fait, moi, j'aime bien dire qu'au fond, cette chose-là, elle est dès le départ, puisque quand vous arrivez dans un nouveau pays, vous arrivez avec vos propres repères, et qu'en fait, il faut s'ouvrir aux repères de l'autre pays, et c'est ça l'interculturel, et entre l'autre pays et soi, il y a quelque chose de nouveau qui se crée, mais on peut avoir une espèce de rythme. On aura peut-être l'occasion de revenir un petit peu plus tard sur ces cycles. Et peut-être de répondre à certaines même des nombreuses questions qui me sont posées, mais je vais y venir un petit peu plus tard. Ensuite, les démarches, elles sont très nombreuses, les démarches, et elles sont évidemment toutes très importantes. Une des principales démarches, évidemment, on a vu tout à l'heure le travail, mais évidemment ensuite le logement et les démarches et tout ce qui va tourner autour de la santé, de la fiscalité, de toutes ces questions importantes qui se posent. Moi, j'ai l'habitude de renvoyer mes clients sur ces questions-là à la maison.
des Français de l'étranger, évidemment, qui est la maison française qui va pouvoir vous renvoyer ensuite sur tous les bons organismes, et évidemment de renvoyer vers les ambassades pour toutes les questions de visa, les questions juridiques. Ça fait partie des démarches. Ces démarches, elles sont nombreuses, mais là je m'adresse à ceux qui sont futurs expats, bien sûr, puisque vous allez devoir les effectuer ici en quittant le pays, là-bas en arrivant, et ensuite au retour de la même manière. J'en parle volontairement, je m'apesantis pas le cœur de mon métier, mais c'est important de ne pas les négliger. Tout ce qui va tourner autour de la santé, tout ce qui va tourner autour de la fiscalité, autour de du logement, des écoles des enfants, toutes ces démarches sont nombreuses, sont importantes, et c'est évidemment important de dans un couple peut-être de prendre le temps de bien les poser, de toutes les aborder, de voir qui fait quoi. Enfin voilà. C'est un moteur important, celui de l'expatriation des cycles et des démarches. Enfin, j'aborderai le pays dans lequel vous êtes pour certains, dans lequel vous avez envie de partir pour d'autres. Je dirais que le pays dans lequel vous êtes, le pays dans lequel vous partez, c'est évidemment un moteur. C'est même peut-être l'un des moteurs les plus importants. Dans certains cas, vous avez le choix du pays où vous partez, et c'est formidable. Et donc partir dans un pays dans lequel on a envie de partir, c'est le moteur essentiel, presque. C'est fondamental de le connaître, de le découvrir, d'en apprendre la langue le plus possible. Bien évidemment, dans certains cas, c'est un peu plus difficile d'apprendre le chinois que d'apprendre l'anglais, mais pourquoi pas, en fait, c'est possible d'apprendre. Et si on ne parle pas le chinois, eh bien, on trouvera toujours en arrivant des passeurs, où on aura toujours l'occasion de s'inscrire sur le site de Florence Expat United, d'entrer en communication avec vous tous et de trouver des personnes qui sont déjà en Chine et qui sont des passeuses. Elles ont d'ailleurs un petit logo spécial sur le site internet pour celles qui vous accueilleront. Et je pense vraiment que c'est fondamental, voilà, surtout quand il peut y avoir une barrière de langue ou de découverte du pays, de passer par ces personnes qui sont déjà sur place et qui vont pouvoir vous accueillir. Donc le pays, c'est un moteur, c'est important de le connaître, de connaître son histoire, de connaître aussi les relations entre ce pays et son propre pays. Parfois, on est surpris de découvrir que des faits historiques qui nous ont totalement échappé sont évidemment fondamentaux et qu'on nous les resserre à chaque fois qu'on sort à l'extérieur. Mais voilà, le pays, c'est un moteur très important, et la langue aussi. Pour s'intégrer facilement, plus on parle la langue et plus on a des velléités de dire des mots dans la langue de l'autre, et plus la réussite de l'expatriation va être là et derrière. Enfin, j'aborderai mon dernier moteur, et ensuite je serai ravie d'échanger avec vous et de répondre à certaines des questions qui fusent. C'est un peu compliqué d'y répondre tout de suite, mais je vais répondre après. Les réseaux. Alors, les réseaux, c'est fondamental à plein d'égards. Déjà, première illustration, on est aujourd'hui tous ensemble et on est 294 participants, on est sur un réseau. On est sur le réseau que Florence a créé pour nous réunir tous aujourd'hui. Et apparemment, on est très nombreux, et donc c'est qu'il y a un besoin en fait d'échange entre nous qu'on est en train d'illustrer. Et moi, je ne dis pas que j'ai la science infuse, je dis juste que je vous fais part de cette expérience que j'ai vécue et aussi de ce que je vis aujourd'hui avec mes clients. Mais voilà, ce lien que j'ai avec vous aujourd'hui, ce lien que j'ai avec les expats aujourd'hui, c'est parce qu'on est sur un réseau comme celui que Florence a créé, Expat United. Alors, à quoi ça sert les réseaux? Oui, merci Florence, ça j'ai vu, en effet. Les réseaux, ils sont très nombreux et ça va intervenir je dirais, finalement à tous les niveaux dans votre projet d'expatriation. Ça va intervenir déjà au niveau de votre entreprise. Si vous êtes dans une entreprise, par exemple, et que vous souhaitez partir à l'étranger, le premier réseau qui est là, c'est celui de votre entreprise. Si, par exemple, il a une succursale, une filiale, enfin, une représentation de votre entreprise à l'étranger, c'est évidemment un formidable réseau pour vous. Le réseau, comme celui de l'entreprise, par exemple, il ne se quitte pas. C'est-à-dire que c'est
extrêmement important de garder des liens avec ce réseau ici et ensuite de créer des liens avec le réseau là-bas, parce que c'est ce réseau-là qui va vous porter en fait et qui va vous permettre de trouver et des personnes et du travail, et il est vraiment important. Mais il y en a beaucoup d'autres réseaux. Il y a aussi tout ce qui est autour, tout ce qui va être proposé autour des ambassades, des consulats, des différentes représentations. Vous avez aussi des réseaux que vous allez trouver ici, que vous allez trouver là-bas. Et puis vous avez peut-être des passions. D'ailleurs, c'est ce que je trouve très intéressant sur le site Expat United et qui est souvent quelque chose que moi j'évoque et je dis souvent à côté du travail. Il y a aussi vos passions. Qui vont vous permettre peut-être de rencontrer des gens où vous êtes déjà en lien avec des personnes. Et là, ceux qui sont, on sera très contents d'avoir le témoignage des expatriés qui sont partis déjà, qui habitent déjà dans d'autres pays. Mais vous allez donc être en contact avec tous ces réseaux que constitue la passion. Donc c'était ce que Florence a fait sur son site internet, propose que vous vous rencontriez à travers vos passions, à travers ce que vous aimez. Et ce que je disais, c'est qu'à côté du travail, il y a évidemment les passions, qui d'ailleurs, entre parenthèses, peuvent mener, ça c'est la coach qui parle parfois quand vous avez envie d'évoluer vers des transitions professionnelles, c'est à travers vos passions qu'on va découvrir autre chose et que peut-être vous allez évoluer vers autre chose. Mais voilà, donc les passions, c'est une manière de se créer un réseau. Voilà. Alors, vous avez envie de faire du tennis ici, là-bas, vous trouvez les expats inscrits sur le site qui font du tennis et tout de suite, vous allez être en lien avec eux et ça va créer des liens. Oui, parce que bien sûr, une des choses les plus importantes, et ça, on aura des témoignages, que quand on arrive là-bas, on est content de trouver des gens qu'on connaît déjà. Et on en a besoin. Donc, moi, je dis toujours, prenez le temps de rentrer en contact avec la communauté française avant votre projet, pour quand vous serez sur place, tout simplement avoir des liens, avoir des personnes qui vous ont répondu, qui vous accueillent, qui sont des passeurs ou des ambassadeurs, comme il était dit tout à l'heure, et qui vont faire que votre insertion, votre intégration va se faire très très rapidement. Voilà, donc les réseaux, les liens, c'est extrêmement important tant au niveau professionnel, votre entreprise, celle d'ici, celle de là-bas, qu'au niveau personnel et qu'au niveau de la passion. Ça, c'est vraiment aussi un très bon vecteur. Et ne pas négliger le fait que on part en expatriation, la plupart du temps on en revient, parfois on reste, ça peut arriver bien sûr, on aura peut-être des témoignages, mais la plupart du temps on rentre. Donc ne pas négliger qu'on a un réseau ici aussi. Donc garder tous ces liens, c'est qu'il y a une véritable fluidité qui va faciliter et votre vie pratique et ensuite votre vie professionnelle. Et notamment, pourquoi j'insiste sur les réseaux, c'est que quand on se retrouve en expatriation dans une communauté française qui compte un nombre de personnes que l'on voit assez régulièrement, c'est super important de donner une bonne image de soi parce que le réseau, c'est celui qui vous accompagne au quotidien. Et je dis aussi que quand on sent qu'à un moment donné, on va moins bien, etc., si on a des problématiques, c'est bien d'en peut-être pas obligatoirement utiliser le réseau pour évoquer ces questions-là. Et c'est là que les coachs, les thérapeutes, les personnes qui sont formées dans ces métiers-là peuvent vous accompagner. Mais c'est important de ne pas le négliger, de l'entretenir, de donner une bonne image, d'être positif et tout simplement parce que c'est là qu'on va y passer du temps, qu'on va s'y faire des amis et qu'on va faire aussi des rencontres professionnelles intéressantes. Donc je vais terminer ma conférence sur ce dernier point. J'ai pas tout dit, j'ai essayé d'en dire pas mal, de rassembler certaines choses et je vais donner la parole maintenant à notre première intervenante. Florence, c'est à toi, c'est ça qui nous le fait rentrer dans la conférence? Alors, merci beaucoup déjà Sophie. L'idée c'était un petit peu de poser les bases. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet grâce à vos questions, à vos témoignages, etc. Alors, si vous allez vous expatrier au Cambodge, si j'ai bien suivi. Oui, c'est ça, ouais. D'accord, donc écoutez, présentez-vous et n'hésitez pas à poser vos questions donc à Sophie. Je crois que vous avez même créé un blog en fait pour présenter un petit peu tous vos préparatifs, si j'ai bien suivi. Ouais, c'est ça. En fait, pour faire très court, parce qu'il y a beaucoup de monde, moi ça fait une dizaine d'années que j'ai envie de m'expatrier.
J'ai cherché au fur et à mesure de mes voyages un petit peu chaussures à mon pied, et puis un jour, je suis arrivé en Indonésie, et je me suis dit, tiens, l'Asie, ça a l'air intéressant. Donc j'ai commencé à creuser un peu, et puis voilà. Puis après, je suis reparti une fois au Vietnam. J'ai été subjugué de la beauté à la fois de ce pays et du sourire des gens. Et je me suis dit, je vais faire un petit peu le tour de l'Asie du Sud-Est. Et je suis arrivé quasiment le voyage d'après, en fait, je suis arrivé au Cambodge. Je suis resté 15 jours pour voir ce que c'était. Et je me suis dit, c'est là. Alors, je sais pas pourquoi il y a eu cette évidence d'un coup, mais je me suis dit, c'est là. Et du coup, je ne fais plus que de travailler sur mon projet d'expatriation. Ça fait maintenant 1 an que je le prépare. Je pense que c'est un premier point pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, c'est la préparation, enfin c'est Hervé qui disait ça dans le chat tout à l'heure, c'est que la préparation c'est super important. C'est de pas arriver là-bas comme un touriste, mais arriver là-bas comme non pas un résident, mais quelqu'un qui a déjà une petite connaissance, on va dire, du pays, même si c'est une connaissance franco-française liée à des informations qu'on trouve en France et sur Internet. Il n'en demeure pas moins que arriver dans un aéroport la première fois de sa vie ou la deuxième fois de sa vie dans un pays qu'on connaît pas, partager des choses dans une culture qu'on connaît pas, avec une langue qu'on comprend pas, une écriture qu'on n'arrive pas à lire, et dans un contexte climatique qui est totalement différent d'une autre. Si on n'a pas un minimum de base, je pense on est complètement paumé. Parce que déjà avec des bases on est paumé, donc sans les bases, j'ose même pas imaginer ce que ça peut être que de rester 2 mois tout seul dans un pays qu'on connaît pas. Voilà, donc j'ai passé, j'y suis allé 2 fois déjà. Là, j'en suis revenu il y a 3 semaines. Je repars au mois d'avril pour 6 semaines. Et progressivement, j'ai commencé à travailler les réseaux. Donc, ça fait partie des moteurs qui étaient cités. Donc, les réseaux, pour moi, ça a été d'abord des réseaux d'expats sur place, enfin, d'expats francophones sur place. Donc il n'y en a pas beaucoup parce que dans ce pays-là en particulier, c'est pas très structuré. Mais par contre, l'ambassade de France est extrêmement active vis-à-vis de ses ressortissants, donc ça aide. Donc des réseaux d'expats qui travaillent ou qui travaillent pas, hein, d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des accompagnants d'expats qui sont là et qui sont tout aussi intéressants. Des chefs d'entreprise expatriés qui ont créé leur entreprise sur place, parce que mon objet c'est de créer une activité sur place. Je suis allé voir aussi des ONG. Parce que la particularité du Cambodge par rapport aux autres pays, je crois que c'est le pays où il y a le plus d'ONG dans le monde, hein, parce qu'il y a à peu près entre 3000 et 4000 ONG qui interviennent sur place, donc on a le choix. Et comme je veux me lancer moi dans un social business, donc dans un business qui fait vivre les gens là-bas, je me suis dit que c'était vachement important d'avoir des contacts avec les ONG. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai rencontré des Cambodgiens. J'ai rencontré aussi quelques institutionnels au Cambodge, et puis c'est un premier cercle, on va dire, de réseau tout simple, bon, qui est pas très construit. Ça va tout ça être très embryonnaire. De toute façon, les réseaux ça bouge tout le temps. Et l'objectif de mon 3e voyage, c'est justement de consolider les relations avec ces gens-là et de commencer à travailler sur des projets concrets de création d'activité. Donc, enfin voilà, c'est juste un témoignage. En fait, moi, j'ai plus aujourd'hui des questionnements sur l'implantation sur place. Donc, c'est très concrètement trouver un logement, être à peu près, comment dire, sécure dans un projet qui économiquement pourra me faire vivre. Même si la vie est pas très chère en Asie, il faut quand même vivre de manière confortable. Mon deuxième questionnement, c'est mais qui est plus qui est très personnel, mais qui peut toucher beaucoup de monde. C'est une fois qu'on est arrivé, c'est comment on fait pour non pas abandonner, mais en tout cas ne pas avoir les mêmes réflexes franco-français de la vie en France quand on est dans un pays à l'étranger. Je veux dire par là que j'ai vu des expatriés qui étaient très très mal dans leur peau parce qu'ils avaient essayé de reproduire leur vie française au Cambodge et de vivre dans les mêmes conditions de confort avec le même type de revenus, en mangeant la même chose et en rencontrant les mêmes gens. Et que là, évidemment, au bout de 4-5 mois, ils commençaient à péter les plombs parce qu'effectivement, ils n'arrivaient pas à s'y faire et ils ne pouvaient pas s'intégrer. Donc c'était extrêmement compliqué pour eux. Donc là, je pense qu'il y a une question de temps, mais il y a certainement des trucs aussi qui font qu'on avance plus vite en fait dans l'intégration, on abandonne plus vite un certain nombre de choses
pour revenir sur des choses de vie beaucoup plus essentielles. Et puis la troisième chose, c'est, puis j'arrêterai là parce que sinon je pourrais en parler 1 heure, parce que c'est une expérience tellement merveilleuse. Enfin, en ce qui me concerne en tout cas, moi c'est de créer une activité qui soit utile au développement de ce pays. Donc ça veut dire, je pars pas avec une entreprise, hein, je pars tout seul, enfin tout seul et en couple, puisque en fait ma compagne me rejoindra une fois que je serai installé là-bas. Et donc je pars au long cours, c'est-à-dire je pars pas pour 3 ans, pour 1 an, enfin j'ai pas de durée définie. L'idée c'est de m'implanter là-bas sur le long terme. Et donc, vu de France, j'avoue que je sais pas trop bien comment organiser ça, parce qu'il y a certainement un certain nombre de règles et de procédures administratives à remplir, tout en garantissant quand même que si jamais j'ai un problème et si je reviens en France, je garde quand même quelque chose en France, par exemple en termes de sécurité sociale ou en termes de structure d'accueil, ou enfin je sais pas très bien comment exprimer ça, mais c'est parce que tout peut arriver. Et dans des pays un peu exotiques, le Cambodge j'en est un, mais il y en a plein d'autres, on peut se retrouver quasiment tout nu du jour au lendemain, et donc le peu d'argent qui reste, on va le dépenser dans un billet d'avion pour revenir, quoi. Mais revenir en France, c'est sûrement aussi compliqué que de partir si on est resté longtemps dans le pays où on est allé. Bon voilà, c'est des questions un peu en vrac, hein. Je suis désolé, c'est pas forcément super clair, super clair. Mais je pense que c'est des questions qui sont qui sont vraiment vraiment importantes. Je terminerai juste sur un petit témoignage parce que j'ai vu qu'Hervé rejoignait cet avis-là. J'ai pas dégainé assez vite en fait pour le dire, mais il est clair que mon voyage, moi je l'ai vraiment préparé. Enfin mes voyages, je les ai vraiment préparés. Et je continue de les préparer parce que je pense que c'est une condition de succès très importante. Et la deuxième chose, c'est que il faut surtout pas y aller avec un regard de touriste. C'est pour ça que j'avais écrit à un moment l'autre côté de la carte postale, c'est que en réalité, il faut surtout pas chercher la carte postale. Et il faut surtout, si jamais on trouve une vision idyllique d'un pays exotique, charmant, avec des gens magnifiques, avec des possibilités de développement personnel extraordinaires, etc., c'est oublier tout ça pour rester le plus objectif possible dans sa démarche et ne pas prendre tout pour argent comptant, parce que la réalité de l'étranger, même en Europe, hein, c'est pas la réalité de la France, et il faut pas rêver. Voilà. Je me suis rendu compte de ça. Il faut pas rêver son voyage. Ok. Voilà, bon, j'arrête là. Je reviendrai tout à l'heure si vous voulez. Mais voilà, je vais laisser la parole à d'autres. Alors, est-ce que je vous réponds là? Oui, vas-y. Ah je sais pas. J'en sais rien. Alors, moi, c'est pas moi qui anime. Hein. Oui, oui. Voilà. Alors d'abord, merci pour votre témoignage, c'est extrêmement intéressant. Je vais juste rebondir rapidement parce qu'on est en effet nombreux, mais comme votre témoignage était riche, ça va être facile de répondre à vos 3 points d'interrogation. Vous avez dit que vous vous posiez des questions par rapport à quel type de réflexe les expats mal dans leur peau, etc. Et quelle est la bonne attitude et comment se sentir bien. Je pense que c'est fondamental et ça se passe. Je vais vous ramener donc au cycle, ce que j'appelle les cycles d'expatriation. Le moment justement, on arrive en tant que Français puis on s'ouvre et on reçoit un autre pays, le Cambodge par exemple. Et on devient un Français au Cambodge. C'est plus exactement la même chose qu'un Français en France ou un Cambodgien. On est un Français en Cambodge. C'est important de rester soi, mais c'est important d'être ouvert sur l'autre culture. Et c'est important, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, pourtant je le dis souvent, quand je parle des réseaux, le réseau français est fondamental, mais le réseau cambodgien est très important aussi. C'est-à-dire que plus on arrivera à vivre dans les 2 réseaux et mieux on se sentira et plus l'expatriation sera fluide. C'est-à-dire être entouré des Français qui connaissent, voilà, nous expliquent plein de choses, sont des passeurs, mais en même temps accéder au pays où on est véritablement, et c'est d'ailleurs souvent par la passion qu'on peut y accéder. Ça peut être par le travail, bien sûr, parce que si on travaille comme vous avez l'intention de le faire, avoir une entreprise responsable qui crée quelque chose d'utile,
au Cambodge, vous allez évidemment être automatiquement en permanence en contact. Voilà. Mais c'est important d'être soi et c'est important de considérer qu'on n'est plus complètement comme avant puisqu'on est au Cambodge et qu'au Cambodge, il y a d'autres habitudes, il y a d'autres repères. Et c'est aussi pour ça que dans les qualités, j'évoque la flexibilité, le fait de savoir s'adapter. C'est vraiment pour moi hyper important d'avoir cette capacité à, si on n'a pas sa baguette de pain, et ben on la remplace par autre chose et on découvre autre chose et du coup on s'enrichit d'autre chose. Et c'est là que l'expatriation est vraiment riche et super intéressante. Et enfin, pour ce qui concerne votre activité, mais je vous dirais bravo, vous avez raison. D'abord, de dire que l'expatriation, c'est pas du tourisme, c'est deux choses différentes. Et c'est ce que comme ça que j'ai ouvert la conférence. On part en expatriation pour travailler et vous avez raison de prendre le temps de préparer votre projet professionnel, enfin votre création d'entreprise avec temps. Vous avez aussi choisi l'option d'aller faire des voyages de repérage, de reconnaissance avant, qui permettent de préparer son projet et qui sont je dirais, les manières les plus concrètes de le faire. Et ensuite, au niveau, tout ce qui est des ambassades, en tous les cas depuis la France, la Maison des Français de l'étranger et tout ce qui va graviter autour du commerce, de la création d'entreprise, là vous allez pouvoir finir de terminer de préparer votre projet. Mais en effet, j'entends bien que vous vous posez ces questions de votre travail pour vous assurer que vous allez pouvoir en vivre là-bas. Et c'est évidemment les bonnes démarches, les meilleures démarches pour s'assurer que ça marche. Ouais. Ouais. Bon, je pense que le temps, enfin, par rapport à ça, enfin, je crois que le temps est super important. C'est-à-dire, quand on arrive sur place, parce que mon deuxième voyage, en fait, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je vais m'installer. Et puis en fait, je suis revenu au bout d'un mois et demi parce que je me disais non, c'est pas bon du tout. Je vais pas du tout m'installer tout de suite. J'ai besoin de temps pour comprendre, ne serait-ce que comprendre en fait le pays. C'est pas du tout évident. Il y a des pays, comme vous disiez, qui ont une histoire, qui ont une identité qui est tellement différente de la nôtre qu'on a besoin de temps pour s'acclimater en fait à tout ça. Et donc ce que je me disais, c'est effectivement s'installer et vivre vraiment dans le pays avant de commencer à se lancer sur des projets à haut potentiel de revenus. Parce que sinon, on n'y arrive pas, quoi. Oui, mais ça me paraît être la bonne démarche, hein, ce que vous avez décidé de faire. C'est-à-dire de prendre le temps de le préparer. Alors c'est vrai que tout à l'heure, je voyais dans le chat, nous, en un mois, on était parti en un mois, mais probablement il s'agissait d'une entreprise. Là, j'entends que votre démarche, vous dites que c'est vous y installer de façon durable, avoir créer un travail localement qui serve à la population, etc. Donc vous prenez le temps de le préparer, vous vous entourez des experts, des conseillers au niveau du commerce extérieur qui peuvent vous accompagner peut-être dans votre création d'entreprise. Et du coup, ça va bien se passer parce que vous prenez votre temps et que vous avez pris conscience qu'il fallait que, en fait, il faut que ça génère aussi un revenu pour que vous puissiez vivre, tout simplement, et rester là-bas. D'autant plus que votre conjoint va vous suivre. Donc voilà, c'est tout un projet qui se prépare. Voilà. Mais merci beaucoup, Syl, pour votre témoignage. Et je vous souhaite en tous les cas une très bonne expatriation. Dorothée, bienvenue. Oui. Ouais, on vous entend, parfait. Alors moi j'ai deux choses. J'ai déjà vécu une expatriation pendant 1 an et demi à Alger avec mon mari qui partait pour des raisons professionnelles et mes 2 enfants qui devaient avoir à peu près 11 ans, enfin qui étaient au primaire, 11 ans et 9 ans à l'époque. Et je suis rentrée en fait en France donc en 2008 et là il y aurait, je parle au conditionnel puisque c'est un projet d'expatriation en Afrique, mais qui en est vraiment au tout début. Donc je commence, on va dire, à réfléchir à ce projet pour savoir si on pourrait y aller en famille ou pas. Voilà. Et ma première expatriation, alors tout ce qu'on a dit, j'étais tout à fait d'accord sur la nécessité de bien préparer. Je pourrais dire aussi que par rapport à des pays, selon les pays où on va, c'est vrai que il doit y avoir des grandes différences entre les États-Unis, l'Algérie, le Cambodge ou autre.
Je dirais juste en synthèse qu'effectivement, il est important si on peut le faire, de faire une visite avant la décision finale, d'y aller ou pas, de bien intégrer, on va dire, les enfants et les préparer. Quand ils sont petits, c'est vrai que c'est comme on le disait, c'est peut-être plus facile. Moi, aujourd'hui, j'ai des filles qui ont 14 et 12 ans et qui commencent à être un peu réticentes à partir. Hein, c'est l'âge où on s'attache beaucoup aux amis et aux activités. Ouais. Et donc aussi, une des grandes questions aussi, c'est que comme je travaillais en France, quand j'ai fait le choix de partir à Alger, là, j'ai dû démissionner travaillant dans le privé et ne pouvant avoir de disponibilité. Donc aussi dans la réflexion sur l'expatriation, ce qui est un point important, on va dire pour moi et peut-être pour beaucoup, c'est de se dire comment je vais gérer mon retour. Et ça, je dois dire que quand je suis revenue à Paris, finalement, j'ai dû vraiment me débrouiller toute seule pour rechercher du boulot. Et voilà, il n'y a pas eu d'accompagnement et c'est toujours un peu difficile, surtout dans le contexte actuel professionnel. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Et moi, ma question aujourd'hui, c'est justement, c'est très riche du point de vue personnel. Quand on est, j'ai eu une activité professionnelle là-bas, mais qui n'avait rien à voir. Mais j'ai pas le sentiment, en fait, que quand on rentre en France, on soit compris et on soit reconnu par rapport à ce qu'on a fait et à la richesse qu'on a pu, on va dire, accumuler. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les gens qui continuent à vivre dans leur habitude et leur culture française. Et quand on revient, il nous faut vraiment une phase de retour et de réadaptabilité. Voilà. Donc ça c'est important. Oui, je vais vous répondre, Dorothée, et merci pour votre témoignage extrêmement intéressant. Alors, vous nous avez dit que vous aviez été expatriée en Algérie et que vous aviez arrêté votre travail et que vous aviez 2 grandes filles maintenant, avec qui c'était un petit peu plus compliqué de repartir en Afrique, éventuellement pour une nouvelle expatriation. Et vous avez aussi évoqué les difficultés pour vous de valoriser en fait votre parcours au retour, notamment d'un point de vue professionnel. Et j'ai vraiment envie de rebondir là-dessus. En plus, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Et peut-être que j'ai vraiment envie de dire, d'abord, la personne qui valorisera le mieux ce qu'elle a fait, c'est vous. C'est vraiment super important de le dire et de ne pas avoir peur de valoriser soit son parcours. Et c'est quelque chose que je fais souvent dans mes formations, d'inviter les personnes qui rentrent d'expatriation à mettre leur parcours en perspective et à réaliser que parfois, notamment dans le cas des personnes qui ont suivi, qui ont lâché un travail, que ce qu'elles ont effectué sur place, et c'est probablement votre cas, parce que vous avez dit que vous aviez fait des choses intéressantes, a tout à fait une valeur qui peut être utilisée pour la suite, pour un nouveau travail. Mais vous avez raison de le dire, qu'au retour, on n'est pas obligatoirement accompagné, que c'est important de le savoir et que c'est important peut-être soit du coup de ne pas hésiter à rencontrer des personnes qui pourront vous aider à regarder le parcours que vous avez d'une autre manière peut-être. Mais je reconnais que ça peut être un passage un peu difficile, un retour d'expatriation où il faut réadapter toute la famille et soi-même éventuellement retrouver le marché du travail quand on a arrêté de travailler. Et voilà, je comprends aussi que là en ce moment vous êtes peut-être à un moment crucial de votre par rapport à cette nouvelle expatriation et que vous vous posez la question de comment ça va se passer avec les enfants, avec votre travail et voilà. Mais ce sont des questions importantes que vous évoquez. Et c'est important de les poser, d'en discuter aussi avec l'autre, avec votre mari ou votre conjoint qui part, pour que vous-même vous partiez. Peut-être avec un projet aussi qui vous plaise. Peut-être penser à quel type de projet vous pourriez avoir là-bas et lui donner toute la valeur et toute la place qu'il a. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut aussi vraiment aborder l'ensemble du projet
c'est-à-dire vraiment dans sa globalité, c'est-à-dire que pour que tout le monde essaie d'y trouver son compte, que ce soit des aspects matériels, des aspects pour les enfants, la scolarité, ce qu'on va faire sur place pour le conjoint, s'il peut travailler ou pas. Enfin, il y a vraiment, je le vois encore plus. Je trouve que c'est encore plus important, ayant vécu une première expatriation, de vraiment prendre ce projet dans sa globalité, quoi. C'est pour vraiment bien le vivre. Oui, mais vous avez parfaitement raison de prendre le projet dans la globalité, comme d'ailleurs avant vous, s'il le faisait. Puisque lui, il n'était pas envoyé par son entreprise, mais il prenait le temps de regarder si voilà, il allait gagner sa vie avec son projet, si sa conjointe pouvait le suivre, s'il fallait se donner encore 2-3 mois. C'est pas, bien évidemment, il y aura toujours des expatriations qui vont se passer rapidement. Mais si on peut à un moment donné faire le point pour prendre le temps, pour se dire oui, c'est le bon moment, non, c'est pas le bon moment, oui, c'est le bon moment et à telle condition, tout se passe bien. Tout à fait. Et là, c'est une formidable expérience, évidemment. C'est accéder à une autre culture, c'est s'enrichir d'une autre culture, c'est vraiment important. On voit plus du tout les choses de la même manière. Pour moi, on élargit sa vision. Quand on a été expatrié, on a une vision globale, déjà. Vous avez évoqué le terme de global. Mais on a une vision globale de compréhension de l'autre et des problématiques de façon générale beaucoup plus riches. Tout à fait. Mais merci en tout cas. Écoutez, on va faire intervenir Véronique. Véronique qui est une multi-expatriée récidiviste. Écoute Véronique, tu veux nous faire un petit peu partager ton parcours et puis nous donner peut-être tes conseils pour réussir son expatriation. Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. D'accord. Bonjour, bonjour Sophie. Donc, je me présente, je m'appelle Véronique. Oui, comme le disait donc Florence, je suis une multi-expat. Moi, je m'appelle une serial expat pour plaisanter un petit peu, parce que tout simplement, je suis expatriée depuis 1999 et pour les raisons, à cause du travail de mon époux. Et donc, j'ai vécu 3 ans en Norvège, 3 ans à Sri Lanka. 3 ans en France, de retour en France, et à nouveau nous sommes repartis en 2008 et nous sommes aux États-Unis donc depuis 2008. Donc c'est la première fois qu'on reste aussi longtemps dans un pays puisque nous en sommes à la 4e année, mais il y a un nouveau projet d'expatriation qui se profile. Moi c'est plus un témoignage en fait que je voudrais faire sur mon parcours de conjointe d'expat. Pour revenir un petit peu sur ce qu'a dit Sophie, je crois que la flexibilité c'est une qualité clé quand on est conjoint accompagnateur. C'est très important, mais aussi il faut aussi savoir la doubler de beaucoup d'autonomie et d'indépendance parce que en général le conjoint n'est pas toujours disponible parce qu'il est très pris par son nouveau poste, par sa prise de fonction. Donc il faut savoir avoir des qualités à la fois de flexibilité, d'autonomie, d'indépendance et aussi beaucoup de détermination, de volonté et d'ouverture sur la culture du pays où l'on vit, parce que sans ça, si on se contente de s'installer, de rester chez soi, très vite on peut très vite déprimer. Je pense qu'il est important de dire que ça peut être malheureusement aussi il faut aussi, ce que je veux dire c'est que l'expatriation c'est fantastique, c'est un projet absolument très enrichissant, je le conseille à tout le monde, mais il y a aussi malheureusement des travers qu'il faut savoir éviter, qu'il faut reconnaître rapidement. Et je pense que l'isolement aussi, c'est un facteur qui peut être aussi malheureusement très présent lors d'une expatriation. Donc il est très important aussi donc de savoir s'ouvrir sur la culture du pays. Et l'une des clés, je pense, c'est effectivement apprendre la langue du pays. Où que vous soyez, apprendre la langue. Parce que déjà, vous allez aller dans une école de langue, vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont forcément dans la même situation que vous. Il y a forte chance. Donc vous allez rencontrer par ce biais, par
première toute petite chose qui est apprendre la langue, vous allez rencontrer d'autres personnes, vous faire peut-être votre premier ami, et ça c'est super important. Donc l'intégration dans la culture. Et puis ce que je voulais, donc tout ça c'est vraiment des qualités ou des éléments qu'a déjà évoqué Sophie, mais je pense que c'est important d'insister aussi, peut-être d'insister. Je crois que jusqu'à tout le monde a été très positif, on a vu beaucoup d'aspects positifs de l'expatriation. Je pense qu'il faut aussi peut-être un petit pointer du doigt les travers dans lesquels il ne faut pas tomber, à savoir l'isolement, le fait parce que c'est très facile si justement on n'est pas bien préparé, et je pense que c'est donc la préparation fait que tous ces problèmes peuvent être évités. Donc voilà, il y a ça. Après, ce que je voulais aussi dire, c'est que l'expatriation, donc c'est effectivement un projet qui se prépare. C'est très important que ce soit préparé. Le retour aussi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand je suis rentrée en France, je suis rentrée dans une ville en France où je n'avais pas de famille, je n'avais pas d'amis, je n'y avais jamais vécu. Donc en fait, pour moi, mon retour en France, je l'ai vécu tout simplement comme une autre expatriation, parce que j'avais tout à refaire, comme si j'étais dans un autre pays. Évidemment, c'était beaucoup plus facile, parce que c'était mon pays, je connaissais le système, etc. Mais pour le retour, je pense qu'il faut tout simplement mettre en place la même démarche. Je pense aussi qu'en fonction il y a différents types d'expatriation aussi. C'est vrai qu'il y a les expatriations quand c'est un choix individuel, on veut s'installer dans un autre pays et on veut y rester. Et puis il y a les expatriations aussi où c'est dans le cadre d'une entreprise ou dans le cadre d'une structure gouvernementale. Et parfois, là, ce sont des expatriations récurrentes. Et donc, on passe d'expatriation en expatriation. Et donc là, il faut vraiment se mettre dans un mode de vie complètement d'expatrié en ayant vraiment un projet. Et je pense surtout aux conjoints accompagnateurs, parce que c'est mon cas, et donc je pense que c'est vraiment à ce moment-là important d'avoir un projet qui s'intègre dans ce contexte d'expatriation récurrente, et d'avoir un projet vraiment nomade, un projet qui puisse voyager, on prend sa valise, on prend son ordinateur et hop, on peut partir avec, et même si bien sûr à chaque fois localement il faut se refaire un réseau, se réintégrer, mais au moins on a quelque chose en continu qui est toujours là. Voilà, et puis par rapport au raisonnement sur l'expatriation, moi ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui m'a fait défaut, parce que ce que j'ai, un de mes écueils, on va dire, c'est qu'au départ, j'ai toujours pensé à court terme. C'est-à-dire que chaque expatriation était sur 3 ans, et je me disais, voilà, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 3 ans dans ce pays? Et je pense qu'en fait, il faut aller au-delà. Quand on comprend, quand on accepte que et quand on sait qu'on va partir et qu'on va être dans un pays 3 ans, puis 3 ans dans un autre, et qu'on comprend, parce que moi j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, à accepter que ça allait être des expatriations récurrentes, eh bien il faut essayer de penser sur le long terme. Et alors à ce moment-là, ça change toute la démarche, et on comprend beaucoup plus de choses, et on s'adapte beaucoup mieux, et aussi on a plus par rapport à ces projets aussi, on peut faire des choix. On peut se dire, par exemple, de faire des choix d'activités qui peuvent s'adapter et sur le long terme. Parce que, bon, ben voilà, par exemple, moi, je faisais de l'escrime en France. Ça m'a été très difficile de continuer à pratiquer l'épée au Sri Lanka, forcément. Donc, ce qui est, c'est que même en termes de choix, de simples activités sportives ou individuelles, peut-être que penser du coup non plus sur le court terme, mais sur le long terme, ça peut aussi rendre les choses un petit peu plus faciles. Pour aussi donner un exemple, moi, j'ai créé en fait ma propre activité nomade à travers une de mes passions, c'était l'écriture. Et donc j'ai créé un site, ma propre petite activité nomade qui s'appelle donc Writer Forever. Donc je propose j'écris des articles, j'écris des guides pratiques, je propose du contenu pour internet, et puis à côté de ça, bien sûr, j'ai mon blog qui me permet en fait aussi d'écrire et de travailler et de m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur, qui est l'expatriation. Voilà.
Merci Véronique. Voilà, c'était juste un témoignage pour montrer que, voilà, même quand on est une femme, une conjointe expatriée, et que l'expatriation devient aussi son projet, qu'on l'intègre, qu'on en devient actrice ou acteur, eh bien, on peut tout à fait réussir professionnellement et s'épanouir et se sentir bien dans ses baskets. Voilà. Merci beaucoup Véronique. Merci Véronique. Je vais peut-être rebondir avant qu'elle s'en aille. Elle est partie, Véronique? Non. Non. Je voulais rebondir. Alors, merci beaucoup pour votre témoignage. Je pense que même quand on est une femme d'expat, je pense que c'est pas utile. Vous êtes expat aussi, vous. Et j'aime vous entendre dire que vous avez, à un moment donné, vous avez envisagé vos expatriations sur le long terme et que vous avez créé votre activité nomade. C'est le cas de beaucoup de conjoints en expatriation, en fait, qui créent des activités nomades, qui découpent leurs projets pour faire une partie dans un pays, une autre partie dans un autre pays, etc. Mais dès lors qu'il y a une passion, une activité, l'expatriation se passe bien pour eux. Le problème, comme vous l'avez souligné, c'est l'isolement. Et il y a toujours un risque d'isolement. C'est vrai que ma façon à moi de présenter, aujourd'hui je vous ai présenté les clés du succès. Donc derrière tout ça, il y a évidemment ce qui ne serait pas fait. Si on n'est pas ouvert, si on n'est pas adaptable, si on ne s'intéresse pas à la culture de l'autre, si on n'apprend pas la langue de l'autre, on a franchement peu de chance que ça se passe hyper bien l'expatriation. Donc c'est ma manière à moi de le présenter, mais c'est important que vous l'ayez dit. Le risque, c'est la mise entre parenthèses de sa vie, c'est l'isolement, c'est d'avoir peur d'être en contact des autres et du coup ça se passera pas bien. Mais si on a conscience de ça et que du coup on la met en perspective, on s'inscrit à des activités où on rencontre d'autres personnes et qu'on crée son activité, les choses se passent évidemment bien. Et c'est super d'avoir votre témoignage d'expat multirécidiviste. Merci. J'en profite si jamais il y a des parce qu'il y a des questions, il y a pas mal de questions sur maintenant les conjoints hommes, qui pour moi sont plutôt une tendance en voie d'augmentation. Donc si jamais il y a des conjoints hommes là qui nous écoutent, n'hésitez pas à intervenir ça nous intéresserait d'avoir votre témoignage et de savoir comment justement vous êtes adapté au suivi de votre femme à l'expatriation. Arnaud, oui, alors Arnaud n'a pas de webcam en fait, et justement c'était lui qui posait la question, savoir si c'était quelque chose est-ce que c'était une tendance en augmentation justement les hommes d'expat. Tu gères des conjoints expats, Sophie? Tu as l'impression qu'il y en a de plus en plus? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Mon avis par rapport à ça, oui, mais je dirais que c'est 10% de la population de mes clients. 10% de mes clients. Il y a des hommes, oui, bien sûr, mais évidemment, il y a plus facilement des femmes qui suivent que des hommes qui suivent, mais je rencontre régulièrement des hommes aussi qui suivent. Je pense que ça, la tendance aussi qu'il y a, moi la tendance aussi que je vois, c'est qu'il y a aussi une génération parfois plus jeune d'expatriés, plus facilement expatriables entre guillemets, où les deux vont chercher à avoir un emploi. Donc voilà. Il y a aussi cette tendance-là, une tendance avec des hommes qui sont conjoints d'expat, une tendance avec des couples dont les deux se positionnent sur des emplois, chacun se considère comme un expat en fait. Et puis après, une tendance, un tiers plus classique où là, effectivement, il va y avoir un expat et un conjoint qui suit, et puis avec l'envie d'avoir un projet, et un tiers ensuite des expatriés où là, il y aura un expat, un conjoint qui suit, mais qui n'a pas obligatoirement envie de travailler, voilà, ou d'avoir une activité. Le travail. Dans les commentaires, j'ai vu que SNLZ, vous êtes justement conjoint homme. Donc l'idée, en fait, parce que vous posez la question, pourquoi cette question, c'était plus justement pour raconter votre expérience, et parce que justement Arnaud posait la question parce que lui-même est conjoint homme, l'expatrié, donc c'était plus pour avoir votre expérience. Donc si jamais vous avez une webcam SNLZ, n'hésitez pas à l'allumer pour partager votre expérience. En plus, vous avez apparemment un long vécu d'expatriation, et si j'ai bien compris, vous êtes de retour en France après une bonne quinzaine d'années à l'étranger, donc ça nous intéresserait d'avoir du coup votre partage d'expérience.
Bonjour Romain, je suis ravie de vous avoir de nouveau avec nous. Vous allez devenir un habitué des rendez-vous et j'en suis très très heureuse parce que donc Romain a déjà témoigné pour notre dernier rendez-vous avec Monsieur Roudot et c'était vraiment très appréciable. Donc Romain, si je me souviens bien, vous vous êtes expatrié en Espagne. Je suis en Espagne, effectivement. Je vais vous laisser vous présenter et n'hésitez pas à partager votre expérience et vos bons conseils ou quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés et comment y remédier. Je crois que fondamentalement, il faut séparer l'expatrié qui part avec son entreprise et celui qui part simplement pour découvrir un nouveau pays. Je crois que les démarches ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes non plus, et je crois que le vécu change complètement. Autant il est plus facile pour un expatrié envoyé par son entreprise de prendre pied quelque part, il a quand même une structure qui généralement l'appuie, certainement aussi des collègues qui peuvent l'aider. Il n'a pas forcément choisi le pays où il va, je crois. C'est plutôt l'entreprise qui lui propose quelque chose et généralement ne refuse pas parce que c'est toujours très bien sur un CV et comme expérience personnelle c'est très enrichissant de toute façon. Donc je crois qu'on refuse rarement. Maintenant celui qui part comme c'était mon cas à l'époque pour découvrir un pays, je voulais découvrir l'Espagne. Bon ça fait quand même de très nombreuses années de ça que je suis là. Je suis rentré en 98, rentré en France. J'y suis resté quelques années, le temps de me rendre compte que finalement c'était pas fait pour moi. La vie dans la mère patrie me semblait un petit peu fade. Bien que j'avais ma famille, j'avais tout ça, mais enfin il me manquait un petit peu ce goût de l'aventure. Donc je suis reparti en Espagne et puis là je recommence à m'ennuyer. Donc je suis en train de réfléchir soit partir au Costa Rica, soit rentrer en France, mais ce coup-ci à la Réunion. Donc ça fait quand même une petite différence, bien que je ne voudrais pas parler d'expatriation à la Réunion si finalement je choisissais cette île, parce que c'est quand même la France. Mais je suis bien conscient que c'est très différent. Donc voilà, alors j'hésite entre Costa Rica et la Réunion, c'est quand même deux choses différentes. Je précise que c'est simplement par goût, non pas pour motif de travail. Je précise aussi que j'ai mon entreprise, mon propre cabinet que je traîne avec moi, c'est-à-dire que ça fait très longtemps que j'ai choisi de ne travailler que sur Internet, enfin depuis qu'Internet existe, 94 à peu près, pour éviter justement une dépendance trop stricte et locale de mes clients ou avec mes clients. Donc ce qui me permet de bouger très facilement, il me suffit d'un portable et une prise Internet. Alors évidemment ça facilite quand même pas mal les choses, hein, il faut bien le dire. Donc j'ai pas le problème du travail, etc. Par contre je suis d'accord avec ce que j'ai lu à plusieurs reprises, je crois qu'il faut absolument aller sur place auparavant. Je crois qu'on ne peut pas se concentrer ou se limiter à avoir vu une émission à la télé ou se renseigner un petit peu sur le pays et partir. Je crois que c'est un petit peu casse-cou cette façon de voir les choses. Il faut quand même aller sur place, prendre un minimum d'informations sur place, voir un petit peu comment vivent les gens avant de prendre la décision de le faire. C'est vrai que le travail actuellement est quand même important, je le vois en Espagne, la crise est quand même profonde ici actuellement. Je crois que c'est un bon moment pour moi de partir d'Espagne maintenant, de voir autre chose. Je n'hésite pas à dire que très certainement je reviendrai, peut-être en faisant un petit crochet par la France, c'est vrai que je la bougeotte, alors voilà. C'est pas toujours facile à gérer dans un couple, évidemment. Pour moi, je partirais beaucoup plus facilement et des fois plus nombreuses, mais avec un conjoint qui quand même a plus de difficultés dans son travail à partir, c'est un petit peu difficile quelquefois. Enfin bon, je crois que les problèmes sont pas les mêmes, mais je dois dire que le vaste monde est là, il nous attend, les gens sont ravis de nous recevoir pour peu qu'on arrive quand même avec une certaine humilité et qu'on n'arrive pas en pays conquis. Si on part avec une bonne démarche saine, dans une tête à des idées claires, en principe, l'expatriation ne doit pas avoir ou présenter de grosses difficultés, si ce n'est celles inhérentes à la vie pratique, la langue, les papiers, enfin, etc., quoi. Le reste, tout est enrichissement. Connaître des gens, connaître d'autres façons de vivre, c'est merveilleux. Ben, tout dépend d'une question de caractère. Il y a des gens qui le gèrent peut-être plus facilement que d'autres aussi. Voilà.
en fait, c'était juste ce témoignage que je voulais apporter, Florence, et je vous remercie de m'avoir pris, et c'est toujours un plaisir de suivre vos émissions. Et Sophie, merci pour votre intervention aujourd'hui. Vos 5 heures d'expatriation, je me suis bien reconnu, c'est tout à fait ça, et je trouve vos émissions formidables. Voilà. J'arrête là et je cède la parole à d'autres auditeurs qui voudront participer. Je vais vous répondre, Romain. Oui, bonjour Romain. Oui. Merci pour votre témoignage. Super intéressant. Alors, je suis pleine d'admiration pour le cabinet itinérant Internet que vous déplacez d'un pays à l'autre avec apparemment une très grande facilité. Voilà, donc c'est Justement, c'est quoi votre activité, Romain? Il y en a qui posaient la question. Quelle est votre activité? Parce que certains posaient la question. En fait, je suis juriste de profession. Ça fait très longtemps que j'ai fermé mon cabinet physique et que je m'occupe de la traduction juridique, et ce qui me permet de travailler qu'avec des entreprises ou que pour des entreprises. Et donc, je ne dépends plus maintenant d'un cabinet physique. Je me déplace. Voilà. Alors, donc, je suis traducteur. Ouais. Bon, j'ai prévu le coût, c'est-à-dire j'ai une structure juridique installée ici en Espagne, avec la facturation, etc., les impôts, enfin il faut une structure. On ne peut pas travailler légalement sans avoir une structure, et s'il faut chaque fois la recommencer ailleurs, c'est quand même très compliqué et les clients s'y perdent un petit peu. Hein. Donc je crois qu'il faut maintenir une structure de base quelque part dans un pays principal, si je puis dire, et ensuite les déplacements, mon Dieu, aujourd'hui avec Internet c'est très facile, hein, je veux dire, vous choisissez un expert comptable qui soit un petit peu branché Internet, et tout se fait par l'envoi de fichiers, vous n'avez pas besoin de le voir, je veux dire, l'intérêt n'est pas de voir son expert comptable, mais plutôt qu'il s'occupe de vos affaires, voilà, donc il peut le faire à distance, et ça marche très bien généralement. Donc je paye mes impôts, je facture et tout ça depuis l'Espagne, même si pendant un an je suis ailleurs, voilà, je crois que c'est un petit peu ça la liberté. Ok. Merci pour votre témoignage, et peut-être que ce que vous nous apportez là et dans vos précisions, c'est qu'évidemment quand déjà aujourd'hui avec Internet, ça offre des possibilités de télétravail qui sont évidemment facilement exportables. Donc c'est important dans un projet d'expatriation aussi d'imaginer des solutions comme ce que vous faites vous. Voilà, et aussi peut-être je reviendrai sur la distinction que vous avez dite au départ. Évidemment, soit on est envoyé par son entreprise, soit on s'expatrie soi. C'est deux situations tout à fait différentes, puisque l'entreprise va tout prévoir pour vous dans un contrat que vous allez négocier avec votre entreprise, et en effet on n'a pas toujours le choix du pays. Soit vous êtes, vous expatriez vous avez le choix du pays, mais du coup c'est à vous de faire la démarche de vous installer et de vérifier en amont que tout va bien se passer pour votre travail. Voilà. Merci beaucoup Romain. Alors Arnaud, écoutez, allez-y, est-ce qu'on vous entend bien? Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, on vous entend très très bien, mais écoutez, présentez-vous. Est-ce que vous êtes expatrié ou futur expatrié? Alors déjà, je voulais pas intervenir parce que j'avais oublié mon costume et donc j'ai pas la tenue pour apparaître en public. Je suis conjoint d'expatrié. Ouais. Je suis conjoint d'expatrié, sachant qu'on a... D'accord, ça y est, je viens de tilter. C'est vous qui posiez les questions justement et donc vous êtes conjoint. Super, merci d'être intervenu en webcam, super. Je suis conjoint d'expatrié, en fait, donc on voulait partir tous les deux. Je pense quand même que je voulais plus que ma femme. Moi, j'ai déjà vécu à l'étranger en Asie du Sud-Est pendant 2 ans et en Inde après. Et donc, pour répondre à une question qui était sur le virus, moi je sais qu'en tout cas j'ai le virus des voyages et de l'international. Et donc on est expatrié, ma femme est expatriée en Suisse à Zurich. Et donc j'ai 2 questions à Sophie, donc ça m'intéresse d'avoir son retour d'expérience puisqu'elle est en contact avec des gens du monde de l'expatriation. Déjà, est-ce qu'il y a une question que je me pose, est-ce qu'il y a un profil type des expatriés? Je parle des expatriés volontaires. Notamment, je me pose la question par rapport à leur rapport à la racine. Ce que vous disiez tout à l'heure que expatrié, c'était rapport au père. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Pardon? Oui. Oui, je rappelais ce qu'elle disait, c'était expatrié en dehors de la patrie. Voilà. Et donc patrie, pater, voilà. Donc je me posais cette question-là. Et l'autre question, quel est l'impact de l'expatriation sur le couple? J'ai lu quelque part qu'il y avait un divorce sur 2 en expatriation, c'est-à-dire qu'autant qu'en région parisienne. Quelle est votre expérience? Alors, bonjour Arnaud, merci pour vos 2 questions.
voilà, qui sont passionnantes. Un profil type, l'expat volontaire, la racine, etc. Oui, alors j'ai évidemment pas le temps de m'étendre longuement sur expataire, ce que ça veut dire. Je pense néanmoins que la question de la racine, elle se pose toujours. Et c'est d'ailleurs très souvent au retour d'expatriation que les gens se la posent véritablement longuement, s'ils rentrent. Mais en tous les cas, la question de la racine, elle est importante. Et elle rejoint un peu la question du repère qui nous a été, ce que disait tout à l'heure Steele, oui, les expats qui ne se sentent pas bien, etc., quelle attitude avoir. Bref, on est de quelque part, on vient de quelque part. On est né quelque part, on a un pays d'origine, qu'on soit expat. Bon, je voyais qu'il y avait des questions aussi sur différence entre expatriation et immigration, etc. C'est important d'accepter cette partie de nous qui est peut-être française ou d'une autre nationalité, et c'est important d'intégrer le nouveau pays dans lequel on est. Et je pense que là où on vit bien l'expatriation, c'est quand on accepte ce pays, ces deux pays, et finalement c'est là qu'on va rejoindre des questions d'immigration aussi. Le jour où on accepte qu'on a un autre pays en nous pour des questions de naissance, ou bien qu'on a un autre pays avec nous parce qu'on vient de se marier avec quelqu'un d'une autre nationalité, ou parce qu'on a décidé de vivre dans un autre pays, et qu'on accepte ces deux possibilités qu'on a, alors on se sent bien. Je pense que la difficulté va se poser quand on a du mal à savoir d'où l'on est. Et moi, c'est un travail, j'ai notamment avec certains clients qui sont d'une autre nationalité, qui sont venus en France, qui sont restés en France, on a souvent l'occasion de travailler sur cette question de savoir quel Canadien je suis quand je vais rester en France pour ma vie, parce que voilà, j'ai des enfants en France, etc. Et tout le travail consiste justement à faire émerger cette nouvelle personne. Je pense que l'expatriation a un impact très profond sur la personne. C'est-à-dire qu'on l'amène à vivre dans son expatriation, le fait qu'elle choisisse de partir en expatriation, fait qu'elle va cohabiter avec un autre pays, une autre culture, et elle va donc avoir une évolution dans sa personnalité. Et c'est important de l'accepter, de le vivre, de bien vivre. Et quand elle rentre, eh ben, ou quand elle se déplace dans un autre pays, c'est une autre ouverture à un autre pays qui est là. Mais la question de la racine, elle est importante. Je pense que la question de la racine, elle se pose à un certain moment dans le parcours de l'expatriation. En tout cas, le jour où on se la pose, c'est qu'on se pose des questions assez profondes, en fait. Et en plus, comme votre deuxième question, c'est l'impact sur les couples. Oui, bien sûr, on sait que les statistiques sont plus élevées au niveau de l'expatriation. Et c'est, je dirais, les statistiques d'échec dans les couples ou des divorces. Et c'est pour ça, en fait, que dans mes moteurs, je dis que c'est fondamental de partir par envie, par choix, et que c'est une histoire de couple, très souvent, et qu'il faut que les deux en aient très envie. S'il y a un des deux qui ne le sent pas du tout, qui n'en a pas du tout envie, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un échec. C'est des questions. Si en revanche les deux le prennent comme une formidable expérience qui va leur ouvrir sur la connaissance d'une autre culture, un nouveau travail, plus de responsabilité, plus d'autonomie aussi. Alors ça, c'est une question qu'a abordée Véronique tout à l'heure et je voulais rebondir, mais j'ai pas rebondi. C'est vrai que dans les qualités de l'expatrié, il y a le fait d'être flexible, de s'adapter, etc., ouvert, mais il y a aussi le fait d'être autonome. Moi, je disais actif, proactif, mais l'autonomie, c'est fondamental. Et d'ailleurs, c'est souvent sur l'autonomie que je travaille avec les expats qui rentrent d'expatriation, qui ne retrouvent pas le même travail qu'avant, et en fait, leur besoin d'autonomie, leur autonomie a véritablement atteint des sommets, parce qu'ils ont été peut-être très autonomes dans leur activité, et du coup, quand ils rentrent par exemple à la maison mère ou dans un endroit franco-français, ils se sentent un peu à l'étroit. Et donc, on travaille sur leurs besoins d'autonomie vers quel type de travail ils pourraient évoluer. Est-ce qu'ils demandent autre chose dans leur entreprise? Est-ce qu'ils quittent leur entreprise? Voilà, mais bon, je parle là peut-être des gens d'entreprise, pas que.
quand on crée son propre projet, quand on fait comme Romain, qu'on fait évoluer son cabinet en ligne et qu'on se déplace avec son cabinet, l'autonomie, elle est pleine tout le temps. Mais bon, merci pour les questions d'Arnaud, parce qu'elles sont importantes. La question de la racine, elle se pose. C'est important de se sentir d'un pays et de sentir dans quel pays on est et d'accepter peut-être qu'on a plusieurs pays ou qu'on a un nouveau pays, voilà. Et c'est important aussi de discuter dans son couple pour que les deux soient satisfaits de l'expatriation. Et du coup, à mon sens, dans mon expérience et dans ce que je vois avec mes clients, si le couple est partant à 100%, tout le monde y trouve son compte, il y a vraiment les problématiques d'enfants diminuent énormément. C'est que les enfants, sauf quand on tombe sur les problématiques des adolescents et des plus grands qui veulent rester pour leurs études, les plus jeunes, ils suivent, ils sont ravis et ils adorent l'expatriation. C'est fantastique, quoi. Un nouveau pays, une nouvelle culture, une qualité de vie, souvent aussi, qui est assez extraordinaire. Merci. Merci beaucoup, Arnaud. Est-ce que ça a répondu à votre question, en effet? Parfait. Très bien. Merci pour votre témoignage. Merci. J'en profite juste pour rebondir sur ce qu'a dit Véronique et qui vous conseille pour la question de couple. Elle dit « Je conseille le très bon livre de Robin Pasqua, Movable Marriage ». Enfin bon, vous pourrez lire, elle conseille à peu près tous les livres de Robin. Oui, et Florence, j'ajouterais, tout à l'heure, il y avait Sophie qui demandait une bibliographie. Moi, j'en ai certains sur mon site. Peut-être que tu en as aussi à recommander, Florence. Voilà, mais on pourra peut-être le faire après. Oui, on le dira à la fin, alors il n'y a pas de souci. Si c'est sur ton site, on dira tout ça. Et il y en a plein qui sont excellents, il y en a tout le temps des nouveaux. C'est vrai que, comme je disais là justement dans la zone de chat, on a reçu, ici on a parlé du conjoint expatrié et de l'enfant expatrié avec Adélaïde Russell et Gaël Goutin, et vraiment je vous conseille leurs deux livres justement qui traitent qui s'appellent Le conjoint expatrié et l'enfant expatrié, qui sont vraiment des livres super intéressants à lire avant, pendant, après l'expatriation. Voilà, je vous les recommande vivement. Vous pouvez les commander en plus en e-book sur internet, c'est assez simple. Sinon, j'avais une question de Sophie justement qui disait le mal du pays, qu'est-ce que c'est, comment le définir pour le traiter? Oui, j'aime bien cette question. Est-ce que Sophie est là? Est-ce qu'elle peut se présenter? Non, je suis pas sûre qu'elle ait sa webcam d'allumée. Je ne sais pas, Sophie, si vous êtes encore là, vous pouvez interagir dans la zone de commentaires. Mais oui, non, elle a posé cette question il y a déjà quelques temps, donc je ne sais pas si elle est encore là ou si elle a une webcam. Alors, le mal du pays, en fait, évidemment, c'est quand votre pays commence à vous manquer, que vous avez besoin de le revoir. Pour moi, par rapport au cycle de l'expatriation, le mal du pays, ça peut être un signe qu'on a besoin de rentrer. Est-ce qu'elle est là? Voilà. Le mal du pays, c'est quand on a besoin de voir son pays et qu'on a besoin de s'y ressourcer et d'y rentrer. Alors, je ne sais pas, parce que si elle était là, on pourrait en discuter, parce que je suppose que si elle en parle, c'est que c'est quelque chose qu'elle connaît. Moi, on peut peut-être distinguer deux choses différentes. Il y a la période de baisse de régime. Quand on est arrivé dans le pays la première année, au bout de 3 mois, on peut très bien sentir une baisse de régime. Au début, il y a l'euphorie, et puis au bout de 2-3 mois, on se dit mais qu'est-ce que je fais là, c'est loin, etc. L'expat a plein de boulot, le conjoint installe tout le monde, etc. Bon, il peut y avoir des problématiques de cet ordre, et on peut avoir une baisse de régime qui peut, chez certaines personnes, être plus ou moins profonde. Est-ce que c'est ça qu'elle appelle le mal du pays à ce moment-là? Ça peut être une forme de mal de pays. Maintenant, il y aurait une autre forme de mal de pays que je situerai plus tard sur une expatriation de 2-3 ans, qui serait que le pays commence à manquer, ou éventuellement des personnes qui sont parties sans délai beaucoup plus longtemps. Et pour moi, ce sont des critères, ce sont des signes à prendre en compte. Soit il y a quelque chose de plus profond, soit c'est vraiment peut-être temps de rentrer. Quand on est parti en expatriation et qu'on commence à sentir que voilà, on n'est plus à l'aise ou à critiquer, etc., ce sont aussi des signes. Que peut-être que voilà, on a fait le tour, on a fait un bon séjour, on a travaillé, on a appris plein de choses, mais qu'on a besoin de rentrer. Ouais.
C'est un peu tout ça qui me vient en fait quand j'entends mal du pays. Mais peut-être que s'il aura des choses à nous ajouter, ou même Romain qui est parti pendant 15 ans, si j'ai bien entendu. Longtemps même. Alors Romain, le mal du pays, qu'est-ce que vous en pensez? Comment le vaincre? La première étape en Espagne, je n'avais pas le mal du pays parce que l'euphorie, comme disait très justement Sophie, on découvre, on construit, on veut reproduire certaines situations de confort, etc. Donc il faut travailler. Je crois qu'on n'a pas tellement le temps de penser à autre chose. Maintenant, oui, c'est vrai qu'actuellement j'ai une certaine nostalgie un petit peu de la France, peut-être pas en tant que pays, mais la façon de vivre française. L'Espagne est quand même très voisine de la France, mais quand même différente à un certain niveau. Mais je crois qu'on peut les combler aujourd'hui avec les techniques, des technologies aujourd'hui comme l'Internet, la télévision, les revues, contact en France ou même quelques vacances de temps en temps. Voilà. Je crois que c'est une façon de moi je lis des revues, je suis abonné, je vois les informations tous les jours à la télé. Je n'ai pas d'antenne spéciale pour recevoir simplement la télé en Espagne permet de voir TV5.org et donc c'est très pratique pour avoir un essentiel, un condensé d'informations sur la France. À partir de là, je crois que c'est suffisant pour étancher une première soif. Maintenant, si la nostalgie est plus profonde, je crois qu'un séjour, des vacances s'imposent en famille ou autre. Mais peut-être à ce moment-là, si la nostalgie est aussi forte que cela, il faudrait se poser la question, est-ce qu'un retour ne serait pas souhaitable? Voilà, c'est ça aussi. En fait, l'expatriation ne doit pas être une punition, n'est pas mise à l'écart de la France. Hein, je crois que si la France manque, autant y retourner. Je crois que c'est y repartir ensuite, rebondir plus tard. C'est ce que j'ai fait une première fois. Après 4 ans, je me suis rendu compte que finalement, non, je préférais quand même vivre à l'extérieur. Voilà, donc je suis reparti. En fait, faut être souple, faut être flexible. Voilà, il ne faut pas s'ancrer dans des structures trop difficiles à gérer, parce qu'en fait, on ne part pas non plus dans des pays, surtout lointains, avec une garantie que durant 30 ans, rien ne va changer. Je veux dire, en Europe, on est quand même tranquille, on a une stabilité, mais dans des pays qui sont quand même sujets à des rebondissements, il faut être prudent. Je veux dire, la situation d'aujourd'hui peut se compliquer très rapidement. Regardez ce qui s'est passé dans les pays arabes. Différents printemps arabes dans les différentes capitales ont remis beaucoup de choses en question pour beaucoup de monde. Voilà, donc il faut quand même être prudent. Je veux dire, on peut aimer le pays où on va, mais avec une certaine prudence. Voilà, je crois que c'est un petit peu ça, quoi. Merci beaucoup Romain. Alors si vous permettez, je fais juste intervenir SNLZ avant parce que vous avez déjà témoigné et je sais que vous avez une question donc on reviendra vers vous après. Sophie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose qui me paraît important et qui a été évoqué tout à l'heure par Magdalena. Elle a parlé d'identité à propos du mal du pays. Évidemment que l'identité profonde est touchée dans l'expatriation, puisqu'on devient une autre personne dans un autre pays, on découvre un autre pays, une autre culture, et le mal du pays, évidemment, peut renvoyer à des problématiques d'identité. Et c'est pour ça, je dis, quand on sent qu'on a le mal du pays, qu'on a un problème d'identité, qu'on se sent sa vie entre parenthèses, etc., ce sont des moteurs qui font qu'on peut se dire, bah, tiens, est-ce que j'ai pas besoin de rentrer comme Romain a fait en rentrant, puis finalement en repartant, etc. Mais oui, ça va toucher des problèmes d'identité assez profondes. Très bien. Alors, on va écouter avec plaisir un nouvel intervenant. Merci pour votre témoignage, Romain. Alors SNLZ, je suis ravie que vous ayez allumé votre webcam parce que donc on a un petit peu compris votre parcours à travers le chat. Donc vous avez été expatrié de nombreuses années, mais je vais vous laisser peut-être vous présenter. Là, si j'ai bien compris, en plus vous étiez conjoint d'expat et là vous êtes de retour en France. Donc n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience. J'ai entendu d'abord mon parcours à travers le Tchad. Le chat. Malgré ma timidité, je vais parler parce que c'est la journée de la femme et j'ai quelque chose à dire approprié. Voilà, alors, donc c'est sur le sujet des conjoints
des conjoints masculins, des conjoints qui suivent leur épouse. Donc d'abord un petit rappel historique, je suis parti en expatriation comme étudiant, en Suède d'abord, ensuite aller en Écosse, j'ai rencontré là-bas ma compagne il y a une petite dizaine d'années. Il y a 2 ans et demi, elle a saisi une opportunité de partir au Brésil. Elle travaille dans le milieu pétrolier, elle est ingénieure. Et donc voilà, j'ai décidé de la suivre. Je suis ingénieur, je suis ingénieur et académique. Au Brésil, mais d'abord en prenant du travail full, des projets à faire en télétravail, qui m'ont occupé là-bas pendant 6 bons mois. Mais mon intention était vraiment de m'intégrer au Brésil. Alors, ce que j'ai fait après avoir fini mon télétravail pendant encore 6 bons mois, même 6 à 9 mois. Et puis au bout de 6 à 9 mois, on a décidé de revenir. Et ces derniers 9 mois encore, on a organisé notre retour et là on est de retour. Alors, sur les difficultés qu'on rencontre dans ce genre de situation, alors évidemment il y a celles que tous les conjoints d'expatriés rencontrent, c'est-à-dire qu'ils soient femmes ou hommes. Alors, il y a le fait d'abord qu'on n'a pas forcément choisi la destination et ne correspond pas forcément à vos aspirations, à votre personnalité. Et d'ailleurs, Sophie, j'ai entendu dire tout à l'heure que c'était important que les deux, l'homme et la femme, que les deux membres du couple vraiment aient envie de partir. Mais il y a quand même un petit problème qui se pose à certains, c'est que le temps de décision peut être très limité. Et nous, on a eu vraiment que quelques semaines, moins d'un mois, pour donner une réponse à cette opportunité-là. Ça va le son? Oui, ça va très bien. Le temps des questions est juste. Et puis ensuite, bon, il y a le fait qu'on n'a pas de réseau professionnel au départ dans le pays d'accueil. Il y a le problème de la langue qu'il faut apprendre, donc en l'occurrence c'était le portugais. Et puis il peut y avoir aussi le problème du permis de travailler. Le Brésil n'accorde pas de permis de travailler automatiquement aux conjoints qui accompagnent. Même si, alors bon, même si vu ma carrière, mes qualifications, je pouvais prétendre en théorie à un permis de travail à condition de trouver un poste d'abord. Hein, c'est conditionnel à l'obtention d'une offre d'embauche, d'une proposition d'embauche. Bon. Et puis alors après, il y a les difficultés qui sont spécifiques aux conjoints masculins. Et ça, peut-être qu'on n'y pense pas assez. Pour commencer, il y a le fait que les réseaux auxquels on a accès sont quasi exclusivement féminins. Hein, donc j'ai été un membre de l'association des conjoints de l'entreprise, alors en l'occurrence c'était Schlumberger, qui a près de 200 membres, dont 5 ou 6 hommes à peu près. Quand on y va la première fois en tant qu'homme, on est le seul homme. Donc est-ce qu'on y retourne? On y retourne ou on n'y retourne pas, mais en tout cas on n'en fait peut-être pas une habitude d'aller toutes les semaines à ces rencontres. Bon ben, bon alors après c'est vrai que c'est une question de personnalité. Et puis j'ai dû leur batailler aussi pour qu'ils arrêtent d'envoyer des emails qui commencent par Dear Ladies. J'ai dû batailler pour qu'ils s'adressent aux members et non pas aux ladies. Ensuite, bon ben il faut comment dire, il faut aussi s'habituer à aller faire les courses dans la journée au supermarché où on rencontre. Alors, le seul homme dans un supermarché, enfin en tout cas le seul homme en âge de travailler dans un supermarché quand on fait les courses.
Donc ça paraît anodin, mais voilà, c'est des petites choses comme ça qui vous rappellent constamment que quelque part, vous n'êtes pas vraiment à votre place. Bon, alors, ça se gère, hein, ça se surmonte, mais enfin, bon, il y a du coaching spécialisé pour les conjoints suiveurs, mais il y en a peut-être qui nous écoutent aujourd'hui. Beaucoup donnent l'impression qu'elle s'adresse exclusivement à des interlocuteurs féminins, à des interlocutrices. Ce qui fait que pareil, quand on s'adresse à ces coachs, à cette agence de coaching, disons qu'on aimerait bien sentir que ces gens-là s'adressent à vous de façon un peu plus explicite. La conclusion, c'est que peut-être en cette journée de la femme, oui, parce que bon, c'est une cause féministe, hein, évidemment, rendre la vie plus facile à ses conjoints masculins, c'est permettre aux femmes de partir en tant qu'expatriées, en emmenant le mari, la famille, et de telle sorte que ce ne soit pas trop compliqué pour ceux qui suivent. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est super intéressant d'avoir des témoignages de conjoints d'expatriés hommes aujourd'hui. C'est le deuxième. C'est vrai que c'est une tendance qui existe. Et en fait, j'ai vraiment envie de rebondir sur certaines des choses que vous avez dites qui sont très très justes. Tout à l'heure, je vous ai répondu, la réponse, c'est créer votre réseau masculin en fait. C'était une discussion que j'avais avec un client qui avait un peu de mal à vivre la fin de son expatriation et ils allaient repartir en expatriation. Et en fait, c'est vrai que la réponse, c'est de créer un réseau. Alors, s'il a répondu, mais c'est mieux les mixtes. Mais en fait, c'est juste comment les femmes ont fait à un moment donné quand elles ont senti qu'elles étaient en minorité dans le travail, en minorité dans certains. Elles ont tout simplement créé des initiatives pour les accompagner dans leur démarche. Et j'aurais un peu envie de dire qu'au niveau d'expatriation, c'est possible probablement pour un homme de faire la même chose, c'est-à-dire de créer un réseau avec d'autres conjoints. Bon, mais en même temps, j'entends ce que vous êtes en train de dire, c'est que les courriers adressés aux ladies, ce genre de choses, c'est pas évident à gérer, mais je pense que la tendance ira aussi vers beaucoup plus de conjoints hommes. Vous évoquez des problématiques de se retrouver seul au supermarché, qui sont des problématiques que trouvent aussi des femmes qui ont eu des responsabilités et qui, en partant en expatriation, se retrouvent aussi au supermarché en pleine journée. Je pense que ça va toucher les problématiques qui sont hommes ou qui sont femmes, et c'est peut-être évidemment plus difficile à vivre pour certaines personnes, mais ça rejoint les problématiques touchées par des femmes. Et encore une fois, vous parliez des coachs. Moi, je reçois des hommes, des femmes, des Français et des personnes d'autres nationalités. Je ne fais pas spécialement de distinction je pense que le conjoint d'expat peut vraiment avoir besoin de soutien en coaching à un moment donné ou par rapport à son expatriation, que souvent il a un peu plus de temps que l'expat peut aussi en avoir besoin, et que dans son entreprise ça peut lui être proposé, mais qu'on n'a pas toujours le réflexe en fait de se faire accompagner. Alors tout à l'heure il y avait une discussion sur coaching ou conseil, c'est pas la même chose. Bien sûr que la communauté d'Expat United qui va vous accueillir quand vous arrivez dans un pays, c'est super important. Par contre, quand on a des problématiques plus personnelles ou des problématiques à régler, c'est peut-être pas la communauté avec qui elle va vous donner des conseils dont vous avez besoin. Les coachs sont vraiment là pour ça. Mais après, c'est comme partout, il faut trouver, comme pour tout type de rencontres professionnelles, il y a des gens avec qui vous allez vous sentir bien et d'autres avec qui vous allez vous sentir moins bien. Mais merci pour votre témoignage. Et aussi, vous avez dit, on n'a pas toujours le choix. J'imagine que votre femme a été envoyée rapidement dans une autre entreprise, enfin dans un autre pays ou dans un pays. Moi, je pense qu'on a toujours le choix, en fait. Que ce sont des vraies questions, mais que peut-être qu'une première fois, on n'aura pas le choix.
parce qu'on part rapidement et qu'on a envie de partir, mais pas complètement, mais quand même on se laisse, on y va. Je pense que justement, et que ce qu'on souvent on travaille en coaching, c'est quel choix on a, qu'est-ce qu'on veut, quel pays, quel endroit, etc. Et on clarifie petit à petit le choix, peut-être pour se sentir bien, pour se sentir mieux, pour bien vivre son expatriation ou le pays où on a envie d'être. Mais c'est super d'avoir votre témoignage, merci. Merci beaucoup. Écoutez, il nous reste, comme vous le voyez, à peu près un petit quart d'heure, donc on va arriver dans les dernières questions. On va essayer d'en prendre encore une ou deux. Donc n'hésitez pas à les poser dans la zone de commentaires afin que je les relaie à Sophie ou à intervenir en webcam. On a encore peut-être le temps de faire intervenir une personne. Je vais laisser la parole à Style qui avait encore une question. Super. Oui, non, j'avais une question sur la valorisation en fait de l'expatriation. Parce que je me rends compte, alors déjà en France, quand on a des expériences un peu atypiques, par exemple quand on a créé son entreprise et qu'on cherche ensuite un boulot pour redevenir salarié dans une entreprise, on vous regarde avec les yeux grands comme des soucoupes à Pôle emploi, chez les recruteurs, pour vous dire, oh là là, mais vous comprenez, vous avez déjà été chef d'entreprise, alors jamais vous pourrez faire autre chose que chef d'entreprise. Donc je me dis que pour un expatrié, c'est à peu près le même genre de problématique. Bon, moi pour l'instant je travaille pas, donc je prends juste mon exemple personnel. Je suis allé voir mon conseiller, si on peut appeler ça un conseiller, Pôle emploi il n'y a pas très longtemps pour lui dire que j'avais un projet d'expatriation. Et il m'a regardé, mais j'avais l'impression d'être vraiment un extraterrestre, quoi. Il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre expatriation? À quoi ça va vous servir? Vous feriez mieux de rester en France, trouver du boulot en France. Enfin bon. Donc déjà, j'étais très surpris et je me dis, si jamais je reviens en France, et je pense que tout le monde en fait a cette problématique à un moment ou à un autre, pour reprendre une vie française, ça peut être aussi une motivation une fois qu'on est expatrié de revenir en France. Qu'est-ce qu'on fait de cette expérience d'expatrié? Comment on la valorise? Comment on la vend? Et à qui? Qui est capable d'accepter en fait aujourd'hui la vente finalement de cette expérience qu'on dit tous? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est hyper riche, que c'est hyper intéressant, que sur le plan culturel, psychologique, etc., c'est merveilleux. Au niveau professionnel, ça peut être formidable. Ça, je suis 1000 fois d'accord avec ça et ça fait partie de mes motivations. Sauf que j'imagine très bien qu'on puisse avoir de très 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 grosses difficultés pour retrouver du boulot quand on revient en France et de valoriser cette expérience d'expatrié. La valorisation, c'est un mot que j'utilise souvent. La mise en perspective d'une carrière aussi, d'un projet comme le vôtre, de partir quelques années au Cambodge, créer votre entreprise. La meilleure personne pour valoriser son propre projet, déjà, c'est vous. C'est-à-dire, plus votre projet vous motive, plus il a du sens pour vous, plus vous avez confiance en ce projet, en ce qui se passe, plus vous le construisez avec solidité comme ce que vous faites. Et plus ça attire et ça marche et ça fonctionne. Je pense, mais ça, dans tout domaine de création d'entreprise, la règle numéro 1, c'est de s'entourer des gens qui sont positifs et porteurs pour votre projet et d'éviter les personnes qui vont vous le dynamiter, bon, c'est un peu à vous de sentir aussi qui va vous apporter de l'aide concrètement dans votre projet et qui au contraire va vous démotiver. Mais ça, c'est indépendamment même de l'expatriation, c'est la règle numéro 1 quand on crée son entreprise. C'est de savoir s'entourer de gens qui vous donnent des bons conseils, qui sont hyper positifs, qui sont pros, qui vous boostent en fait, et pas l'inverse. Et la valorisation ensuite de votre projet, ça va être vous. Je pense que là, on saute une étape en fait. Quand vous dites la valorisation au retour, on en est là dans l'immédiat, à votre départ, à votre préparation et à ce projet qui vous tient à cœur apparemment. Vous avez l'air d'être super motivé par le pays. Moi, je dirais plutôt de rencontrer les bons experts et de réaliser le projet qui vous plaît en fait là-bas. Et la suite, le reste, ça suivra. Les experts pour vous accompagner dans votre création d'entreprise, trouver les financements, le projet qui vous plaît, et c'est là que j'aime vraiment beaucoup l'idée, plus que l'idée même de Florence, qui est d'avoir créé ce site
selon des passions. Parce qu'en fait, c'est dans les passions que très souvent on trouve son projet et que les meilleurs projets qui marchent, notamment dans le domaine de la création d'entreprise, c'est quand derrière on est hyper motivé et qu'on a une passion en fait. Et vous avez, j'ai entendu un projet, vous voulez qu'il soit utile, qu'il ait du sens, qu'il serve au Cambodge. Donc, je dirais que plus vous suivez ça, plus vous avancez vers ça, plus c'est le vecteur en fait. Le retour, c'est après, une fois que vous aurez construit votre projet et réalisé votre projet. Oui, oui, là j'en faisais un point plus large en fait. Je pensais pas spécialement à moi, enfin en particulier, mais je pense que c'est une question qui peut se poser à n'importe qui est candidat à l'expatriation ou qui est expatrié. C'est cette espèce de, comment dire, d'angoisse du retour éventuel. Bon, et c'est de se dire finalement, je fais tout ça, mais si je rentre, il n'y a pas grand monde qui est capable d'écouter cette expérience. Enfin, oui, mais être lucide. là, moi j'entends que vous sautez une étape, c'est-à-dire qu'on part en expatriation pour réaliser un projet. Et comme voilà, et comme Romain l'a reprécisé, etc. On va réaliser un projet pro. Enfin voilà, on va travailler, etc. Où on suit un conjoint et on trouve une activité pour que les choses passer les choses de façon riche pour son parcours à soi. Mais donc il y aura là-bas, il y a une réalisation qui se fait. Plus cette réalisation est la vôtre, plus elle vous plaît, plus elle a du sens pour vous, plus voilà. Le retour, il y a retour si vous avez eu envie de partir sur 2-3 ans. Je pense que c'est, oui, en le mettant peut-être en perspective ce retour. Mais disons que si c'est votre projet, si c'est qui vous plaît, que vous êtes entouré des bonnes personnes, des bons experts, et que vous trouvez les financements pour le créer, ça va marcher. Si vous-même, vous êtes la première personne qui dit « c'est pas sûr, j'ai peur, le retour », alors ça va créer une diminution d'énergie dans ce que vous allez véhiculer et créer. C'est vraiment important. C'est pour ça que si on part par envie et motivé. Ah oui, ça j'ai pas de doute là-dessus. Non, j'ai aucun doute. Non, mais encore une fois, j'en faisais un point plus général. Moi, j'imagine pas revenir de toute façon, mais bon, on sait jamais. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Je pense que vous pouvez imaginer un retour. Enfin, la plupart des expatriations vont durer 2-3 ans et ensuite on se repose la question. Bon, soit l'entreprise vous amène, soit vous êtes parti vous et vous dites, moi, j'ai envie de rester 2-3 ans de plus. Mais peut-être que c'est important de sonder, de prendre le temps de sonder bien vos motivations pour partir. Ouais, faut encore du temps. Merci. Alors, il reste 5 minutes. On a Delphine qui voulait intervenir. Je suis désolée Delphine, c'est super chaud au niveau timing. Ce que je te propose, c'est de te faire intervenir, mais vraiment 2 minutes, parce qu'après il faudra qu'on puisse terminer. Donc si tu as un petit conseil à ajouter, parce que toi je sais que tu es expatrié donc, aux États-Unis. Donc voilà, je te laisse vraiment 2 minutes, je suis désolée. Oui, pas de problème. Donc je suis Delphine, effectivement, pour faire très très court, je suis expatriée depuis 6 ans, donc d'abord en Chine à Shanghai et puis maintenant depuis 2 ans aux États-Unis. Donc je voulais déjà remercier donc Sylvain qui est le pseudonyme National Z pour son témoignage parce que très poignant. Donc effectivement, j'ai ressenti un petit clin d'œil parce qu'on a été en contact par email. Je suis donc experte en fait en gestion de carrière en expatriation et ma spécialisation est pour les femmes conjointes d'expatriés. Donc je voulais juste en fait ajouter à ce débat très très riche qu'effectivement, comme le disait Sophie, on est vraiment acteur de sa carrière. Donc que ce soit en expatriation ou lors de son retour, puisqu'évidemment la problématique c'est de trouver en fait son expertise propre. Donc qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous allume, on va dire comme en québécois, et de faire en sorte après qu'à chaque étape d'expatriation, on puisse exercer son expertise. Donc que ce soit comme le fait Romain via Internet ou bien en trouvant effectivement un emploi sur place en fonction évidemment de son visa. Donc je voulais juste en fait donner ce petit input comme quoi effectivement on est soi-même en fait le moteur de sa carrière. Donc l'expatriation c'est juste des opportunités supplémentaires pour enrichir cette expertise-là.
Eh bien, merci beaucoup, Delphine. Tu as su faire court, c'est parfait. Alors, je vais juste dire un petit mot et après je laisserai le mot de la fin à Sophie. Alors déjà, je voulais tous vous remercier d'avoir été au rendez-vous, de nous avoir fait partager votre expérience. C'est vraiment la richesse de ces rendez-vous de l'expatriation, c'est vous qui l'a faite. Merci évidemment à Sophie pour tous ces éclairages qui, j'espère, vous ont aidé pour faire de votre expatriation un succès. Et merci donc à tous ceux qui ont bien voulu témoigner et qui ont participé. J'en profite pour vous passer 2 petits messages. Je serais ravie en fait si vous pouviez laisser, comme d'habitude, impression dans les feedbacks. C'est juste à côté de l'onglet live. Si vous pouviez laisser un petit mot sur vos impressions sur ce rendez-vous, ça nous ferait très très plaisir. Et comme le dit Romain, je vous donne aussi rendez-vous pour notre prochain rendez-vous de l'expatriation. Qui sera dédié aux entrepreneurs à l'étranger, donc style, je pense que ça vous intéressera. Donc on aura un délégué général Lucif en fait qui regroupe en fait l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, donc qui répondra à toutes vos questions pour savoir comment entreprendre à l'étranger. Et voilà, on aimerait avoir la participation d'entrepreneurs pour partager leur expérience et de futurs entrepreneurs. Voilà, écoutez, je vous remercie. Pardon, excusez-moi, vous avez bien raison, c'est le 12 avril et vous pouvez vous inscrire en allant dans l'onglet tous les rendez-vous, il est déjà présent, donc n'hésitez pas à vous y inscrire dès maintenant, à en parler autour de vous. Un dernier petit mot, n'hésitez surtout pas à parler d'Expat United autour de vous. Comme on le disait, vous êtes un petit peu mes ambassadeurs dans le monde entier, donc je serais ravie si vous pouviez parler d'Expat United afin d'enrichir ce réseau au fur et à mesure du temps. Vous êtes déjà près de 5000 à être membres d'Expat United et ce pour mon plus grand plaisir. Je laisse donc le mot de la fin à Sophie et encore merci à tous et à très bientôt, donc rendez-vous le 12 avril. Sophie. Alors le mot de la fin, évidemment c'est un merci à vous tous qui vous êtes inscrits tous très nombreux, des hommes, des femmes, le jour de la journée de la femme, mais aussi merci pour ces témoignages d'hommes super intéressants. Et Florence aussi pour ton site, je suis totalement admirative de ce site que tu as créé.